raconte. Christophe Andelatte. L'affaire que je vais vous raconter concerne un meurtre commis en 1993 à Montpellier. Le meurtre d'Annie Monneron. On a longtemps cru que cette affaire resterait un cold case. Elle a été résolue 11 ans après grâce au progrès de l'ADN et grâce à ce fichier des empreintes génétiques que la France a mis tant de temps à mettre en place. J'ai écrit cette histoire avec O'Keefe, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Cette histoire débute un soir de février 1993 à Montpellier, dans le quartier de l'Écusson, pendant un festival qui s'appelle les États généraux du rock. Du rock et de la bibine, hein, ça fait partie de la fête. On écoute du rock, on danse et on picole. V'là le programme. Ce soir-là, ils sont 3 à quitter la fête à 3h30 du matin. 3 garçons sous comme des cochons. Ils en ont bien profité et maintenant ils rentrent pioncés. Ce qu'ils découvrent en franchissant la porte de leur immeuble les fait dessouler d'un coup. Car dans l'immeuble, ils tombent sur le cadavre d'une femme. Une femme étendue dans son sang, la culotte sur les chevilles, le visage affreusement gonflé. Les 3 garçons appellent la police, qui arrive 10 minutes plus tard. Et puis dis donc, elle était sacrément mouchée, cette petite. Oh, le massacre! Son visage est tellement tuméfié qu'elle est méconnaissable. Pour savoir de qui il s'agit, on ne pourra pas passer par une photo. Dis, tu peux regarder s'il a des papiers d'identité dans ses poches? Négatif. Il n'y a rien. En revanche, il y a des objets partout sur le sol autour du cadavre. Un gant de cuir noir, une boucle d'oreille, un billet pour un match de basket Montpellier-Lyon et un trousseau de clés avec une adresse sur le porte-clés. Eh bien, c'est ici, ça. Donc, elle habite l'immeuble. Enfin, elle habitait. Les policiers font le tour du bâtiment. Et à chaque étage, ils glissent la clé qu'ils viennent de trouver dans les serrures. Et la clé finit par ouvrir la porte d'un studio. Ils entrent. Il y a des photos sur le mur, des photos d'une jeune femme. Mais est-ce que c'est elle? Difficile à dire, puisqu'au rez-de-chaussée, le cadavre est méconnaissable. Si on en croit l'étiquette sur la boîte aux lettres, cette locataire s'appellerait Monneron. Les policiers relèvent des empreintes sur un cendrier dans le studio. Ils comparent avec les empreintes du cadavre. C'est confirmé. La morte s'appelle bien Annie Monneron. Et aujourd'hui, figurez-vous, c'est son anniversaire. Enfin, c'était. Elle allait avoir 29 ans et on l'a tuée. Putain de cadeau d'anniversaire. Et maintenant, il faut prévenir ses parents. Le sale boulot, comme on dit. Ils habitent en Ardèche. Annie était la petite dernière de leurs 8 enfants. Et eux, aujourd'hui, ils l'attendaient. Ils l'attendaient pour son anniversaire. La mère est tellement secouée qu'elle fait un malaise. On doit l'hospitaliser. Je vous le dis tout de suite. Elle va rester un bout de temps à l'hôpital. Et elle finira par mourir de chagrin. De chagrin. Dans cette enquête qui débute, les policiers peuvent s'asseoir sur le témoignage des voisins. Aucun n'était chez lui. La nuit du crime, l'immeuble était totalement vide. Et donc les policiers se replient sur la famille, sur l'entourage, et notamment sur son employeur. Bon, voilà les premiers éléments que j'ai pu recueillir. Elle travaillait comme préparatrice en pharmacie. Donc j'ai vu son patron et ses collègues. Ils ne tarissent pas d'éloges à ce sujet. Ils la décrivent comme joyeuse, comme agréable. Ils disent même qu'elle était le soleil de la pharmacie. Alors j'ai pu parler avec ses collègues. D'après ce qu'ils disent, c'était une grosse fêtarde. Ce qui pourrait honnêtement nous mettre sur la piste d'une mauvaise rencontre au festival, non? Hypothèse. En attendant, allons donc assister à l'autopsie du cadavre d'Annie. Alors,
Pour ce qui est des causes de la mort, cette jeune fille est morte par strangulation manuelle, autrement dit par étranglement. Vous voyez les traces sur le cou, là. Par ailleurs, elle a reçu de nombreux coups sur le visage, sur le corps, et ici sur le crâne qui a été fracturé, ce qui a entraîné une hémorragie cérébrale. Je miserais bien pour des coups de pied qui ont été donnés avec des chaussures à bout ferré, genre Rangers ou Santiago, vous voyez. Des coups ont aussi affecté les parties internes du corps. Le foie ici est éclaté, de même que les reins. Une dernière chose, elle a été violée. Est-ce que vous pouvez situer l'heure de la mort, docteur? Oui, entre 2h et 2h30 du matin. Ah, une dernière chose. Vous voyez les ecchymoses sur les mains et sur les bras? Ce sont typiquement des signes de défense, quelqu'un qui a voulu se protéger le visage. Et puis je voudrais vous montrer une dernière chose. Vous voyez les ecchymoses sur les genoux, là? Je pense que ça pourrait correspondre à quelqu'un qui a été maintenu à 4 pattes de force. Voilà, messieurs. À part ça, on a trouvé une trace blanchâtre sur la veste d'Annie. À vue d'œil, ça pourrait être du sperme. On a aussi trouvé un cheveu sur le corps et de petits morceaux de chair sous les ongles d'Annie. Possiblement des bouts de peau de son tueur, quand elle s'est défendue. On pourra évidemment en tirer de l'ADN, ça c'est absolument certain. Mais qu'on ne pourra comparer à rien. On est en 1993, il n'y a pas de fichier centralisé des empreintes génétiques. Et donc cet ADN ne pourra servir qu'à confondre un suspect ou à l'innocenter. C'est tout. Les policiers de Montpellier fouillent l'appartement d'Annie millimètre par millimètre. Regarde ce que j'ai trouvé sous le lit. Un colis. Un colis non ouvert. Regarde, il a été posté en Thaïlande. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais compte tenu de ce qu'on a trouvé dans le cendrier, moi, j'ai une petite idée de ce qu'il y a dedans. Eh bien, ouvre-le. Et non. Faisons-le d'abord renifler à un chien. Si c'est ce que je pense, on l'ouvrira après. Vous avez compris qu'il pense à de la bœuf, à des fleurs de cannabis pour les ignorants, à du bédo, quoi. Les policiers ont trouvé des mégots cartonnés dans un cendrier. Ça laisse penser que la miss fumait des herbes folles. Mais est-ce qu'il y a de la drogue dans ce colis non ouvert? On présente le colis à un chien renifleur. Le chien mord le carton, nom de Dieu. Tu vois ce que je te disais? Il y a de la drogue là-dedans. Allez, on l'ouvre. Chou blanc! Le clep s'est emmêlé les pinceaux. Il n'y a pas un milligramme de stupéfiant dans ce colis. Il n'y a que des vêtements neufs. Et l'enquête révélera qu'Annie réceptionnait de la marchandise importée par un ami commerçant. Rien de plus à tirer de ce colis. En revanche, les policiers tombent aussi sur un répertoire. Ah mais ça c'est intéressant, parce que on va pouvoir retrouver ses amis. Ils les appellent un par un, et ils les interrogent. Et l'un des amis les met sur une piste. Je pense à un homme qu'elle voyait pas mal. Un Ardéchois comme elle. Il tient un restaurant à Montpellier. Et qu'est-ce qui vous fait penser que c'est une piste? Je sais pas. Il lui faisait beaucoup de cadeaux, des fleurs, de la lingerie. Ça prouve qu'ils étaient assez intimes, vous voyez, de la lingerie. Effectivement, c'est une piste, mais faute de mieux, explorons-la. On a envie de l'entendre, cet ami restaurateur qui offre de la lingerie. J'ai appris ce qui est arrivé à Annie. C'est terrible, hein? Qui a pu lui faire ça? Vous entreteniez quel type de relation avec elle? Quel type de relation? Vous voulez savoir si je couchais avec elle, c'est ça? Pas le moins du monde. On était amis. C'est tout. Ah bon? Vous en connaissez, vous, des amis qui vous achètent de la lingerie? Oh, ça doit exister. Tout existe. Mais convenons que c'est rare.
Un ami offre des fleurs, un parfum, éventuellement une robe, mais rarement des soutifs et des culottes en dentelle. Donc il faut continuer de le cuisiner, ce restaurateur. Au cas où, pour ne pas qu'on le soupçonne, il dissimulerait la vraie nature de ses relations avec Annie. Mais voilà, il a un alibi la nuit du crime, et son alibi tient debout. Exit le suspect restaurateur, amateur de culottes en dentelle. Mais les policiers n'ont pas perdu leur temps en interrogeant cet homme, car il leur a ouvert une autre piste. Il dit que le soir du crime, il est arrivé à son restaurant un peu avant 21h et qu'il a loupé Annie de peu. On m'a dit qu'elle venait de filer au Palais des Sports pour voir le match de basket entre Montpellier et Lyon. C'est tout ce que je peux vous dire. Et ça colle avec le billet de basket retrouvé près du cadavre. Et c'est peut-être là-bas, au basket, qu'elle a rencontré son tueur. Par chance, un extrait de la rencontre a été diffusé au journal de France 3. Les policiers visionnent les images. Regarde, elle est là. Et à partir de là, commence un travail très laborieux. Il s'agit d'identifier tous ceux qui sont autour d'Annie. Gros boulot. Les policiers en identifient une 50aine. Ils les interrogent un par un, dont un certain Victor, qui connaissait Annie. Ah, je la connais bien, oui. Enfin, on se voit au match, quoi. Mais je l'ai pas vue, moi, ce soir-là. Bref, toute cette énergie dépensée ne sert à rien. Mais continuons à tirer le fil du match de basket. À la fin, après le match, par quel chemin est-elle rentrée au quartier de l'Écusson? Les policiers font le chemin de jour et de nuit. Et un soir, boulevard Pasteur, ils s'arrêtent devant un bar, le Teddy Beer. Et ils vont voir le portier. « Bonsoir, monsieur. Dites, la jeune fille là sur la photo, vous l'auriez pas vue par hasard le soir du festival de rock? Vous aviez un concert, vous, ce soir-là? Ah oui, oui, on avait un concert. Montrez-moi. Ah oui, je la reconnais, oui. Elle était là ce soir-là. Vous êtes sûr que c'était ce soir-là? Ah oui. Vous savez que dans mon métier, on a la mémoire, hein. Je peux même vous dire qu'elle portait une veste verte. Et qu'elle avait, je crois, des boots aux pieds. Vous voyez que j'ai la mémoire. Il était quelle heure quand elle est arrivée? Vous vous en souvenez? 11h, 11h30. Et elle était seule. Et elle a fait quoi? Eh bien, elle s'est installée au comptoir. Elle a commandé une demi, je crois. Et puis, elle a écouté le groupe. Et à un moment, je me souviens, elle est allée parler au chanteur. Enfin, un gars qui a rejoint le groupe pour chanter sur un seul morceau. C'est un rasta. David, je crois qu'il s'appelle. Petite défaillance chez cet homme qui semble avoir un disque dur dans la tête. Le chanteur ne s'appelle pas David, mais Fred. Les policiers le retrouvent assez facilement. Ouais. Je la connaissais, Annie. Et je me souviens bien qu'on a parlé tous les deux, ça c'est vrai. Et de quoi vous avez parlé? Oh là, vous savez, j'avais pas mal bu ce soir-là. Et fumé aussi? Ouais, c'est possible. Vous savez, je refuse jamais, hein, les gens ne comprendraient pas. Vous savez à peu près à quelle heure elle a quitté le bar? Non. Désolé, je l'ai pas vu partir. En vérité, dans le bar, personne ne l'a vu partir. Ça ne va pas aider. Était-elle seule ou accompagnée? On n'en sait rien. Et voilà, les policiers sont dans la mouise en Figueil. Ça fait 3 semaines qu'ils travaillent sur ce meurtre, ils n'ont pas la moindre piste. Ils lancent un appel à témoins via les médias locaux, ça ne donne rien. Ils croisent les maigres éléments qu'ils ont recueillis avec les dossiers d'autres crimes commis en France, au cas où on aurait affaire à un tueur itinérant.
ça ne donne rien non plus. Il faut se rendre à l'évidence. Cette enquête est encalaminée. Et ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. À ce rythme-là, ça sent le classement sans suite. En novembre 1996, 4 ans après le meurtre, la juge d'instruction reçoit la famille Monneron dans son bureau. Ils ont besoin d'être rassurés, et on les comprend. Eux aussi craignent le non-lieu. Si nous avons des éléments nouveaux? Honnêtement, non, messieurs, dames. Nous n'en avons pas. Mais évidemment, l'enquête continue. Merci, madame la juge. Dites, on se demandait, vous pensez pas qu'on pourrait aller voir l'émission de Jacques Pradel, témoin numéro 1 sur TF1? Peut-être ça pourrait faire avancer les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pourquoi pas, enfin. Je ne m'y oppose pas. On sait jamais. TF1 présente Témoin numéro 1 avec le concours de Téléstar. Et donc, en décembre 1996, l'affaire du meurtre d'Annie Monneron est exposée devant des millions de téléspectateurs sur TF1, en présence des frères et des sœurs de la victime. Des gens appellent, par centaines, dont pas mal de branquignoles. Et à la fin, ça n'apporte rien à l'enquête. Du temps perdu. Mais la juge ne veut pas en rester là. Elle veut relancer l'enquête. Bonjour, commandant. Dites-moi, est-ce qu'on pourrait pas reconvoquer les principaux témoins dans l'affaire Monneron, hein, le restaurateur, le portier du bar Le Teddy Beer, le chanteur Fred. Vous pouvez me faire ça? Et bien sûr, vous prenez leur ADN, hein. D'accord? Merci beaucoup, commandant. Bonne journée. Ça fait rêver, hein, ça? Et si l'ADN désignait l'un des 3 loustiques? Vous êtes pressé d'avoir le résultat? Alors je vous le donne. Chou blanc. Une fois de plus, ça n'est aucun des 3. Dans la foulée, s'ouvre une nouvelle piste. Figurez-vous que la remplaçante d'Annie Monneron à la pharmacie est victime depuis 3 ans de harcèlement. Un type qui a commencé à la draguer et qui s'est fait de plus en plus pressant jusqu'à la suivre, jusqu'à chez elle et à l'insulter sous ses fenêtres. Et récemment, il a poussé le bouchon encore plus loin en sortant de la pharmacie. Elle est montée dans sa voiture et le gars s'est mis à donner des coups de pied dans ses portières. La jeune femme s'est précipitée à la pharmacie en pleurs, elle a porté plainte, un bonhomme a été arrêté. Et si c'était lui? Un type qui aurait l'obsession des pharmaciennes. Bon, ok, j'étais un peu loin pour la voiture. Mais je peux aussi lui offrir des fleurs, parfois, hein. Je l'ai déjà fait. Annie Monneron, ce nom, ça vous dit quelque chose? Mais oui, évidemment. Vous la connaissiez, n'est-ce pas? Non, je la connaissais pas. Je l'ai jamais vue, mais j'ai entendu parler d'elle, bien sûr. Vous savez, je suis peut-être un peu nerveux, mais j'ai jamais tué personne. Peut-être. Mais pour une fois que dans cette affaire on a un suspect, on va se le garder. La juge décide de le placer en détention provisoire. Sauf qu'entre-temps, on a prélevé son ADN. Et je suis au regret de vous annoncer que ce n'est pas lui. Il n'y aurait donc que de fausses pistes dans cette enquête. Je vous ai souvent expliqué que l'un des malheurs de la justice est la mutation incessante des juges d'instruction. Et oui, pour prendre du grade, il faut muter. C'est comme ça. Alors ça défile. Et puis il y a les congés maternité. Et à chaque fois, le nouveau juge doit se retaper tous les dossiers. Ou pas. Ah, parfois, il les glisse en dessous de la pile. Ne le jugez pas. Hein.
Il lui arrive tous les jours d'autres dossiers, d'autres urgences. Mais dans cette affaire, la mutation d'un nouveau juge est une bénédiction. 11 ans après le meurtre d'Annie Monneron, le juge qui vient d'arriver décide d'exhumer le dossier. Oui, bonjour. Dites-moi, où sont les scellés du dossier Monneron? À l'Institut médico-légal. Depuis 11 ans. Et il y en aurait d'autres dans un labo privé. Bon, d'accord. Vous allez me rassembler tout ça, hein, vous allez demander des expertises génétiques et me passer tout ça au FNAEG, au fichier. En 11 ans, on a quand même fait pas mal de progrès. Hein. Vous me tenez au courant? Merci, capitaine. Bonne journée. Eh oui, je vous l'ai dit ça. Il y a 11 ans, il n'y avait pas de fichier national des empreintes génétiques. Mais aujourd'hui, il y en a un. Et il recense tous les délinquants sexuels. Et donc on ressort le profil génétique extrait il y a 11 ans, des bouts de chair retrouvés sous les ongles d'Annie, du cheveu prélevé sur le cadavre, et surtout de la tache blanchâtre sur la veste. Et on passe cet ADN au fichier, au FNAEG. Et là, oh putain, on a un nom. C'est dingue, on a un nom. David Missé-Toubé. C'est un violeur en série qui a été arrêté en septembre 1997. Oh putain, on a un nom, enfin. David Missé-Toubé. D'après son dossier, il agit toujours de la même manière. Il repère une femme qui lui plaît dans la rue. Il la suit de loin jusqu'à sa voiture. Ensuite, il va l'attendre au feu rouge suivant. Et là, il monte à l'arrière de sa voiture à l'arrêt. Et sous la menace d'un cutter, il l'emmène dans un endroit isolé et il la viole. En 1996 et 97, il a violé comme ça 2 femmes et tenté d'en violer une 3e. Il a pris 10 ans de prison. Et à l'heure où on découvre que peut-être il a tué Annie Monneron, il est sur le point de sortir de tôle, figurez-vous. Ça s'est joué à pas grand-chose. Quelques jours de plus, et il était dehors. Les flics de Montpellier le font extraire de sa cellule, et le voilà face à eux. Bien. Dites-moi, monsieur, est-ce que le nom d'Annie Monneron vous dit quelque chose? Annie Monneron? Bah non. Réfléchissez bien, monsieur Missé-Toubé. Février 1993, à Montpellier. Un soir de festival de rock. Ça devrait vous revenir. Parce que nous, on est certain que vous étiez là-bas. Hein. On est 100% certain. Hein. 1993, à Montpellier, vous dites? Ah ouais, ouais. Ouais, je me souviens maintenant. On était venus avec des potes pour voir un concert de rock. Et vous êtes restés toute la soirée avec vos potes? Non. Non, je me souviens, je les ai laissés. Et après, j'ai tourné en ville tout seul, quoi. Et alors, est-ce que vous aviez suivi une fille, ce soir-là? Tournez pas autour du pot, et monsieur Missé-Toubé, si je vous pose ces questions, c'est parce que je sais, hein, que vous avez suivi une femme, et que cette femme, elle s'appelait Annie Monneron. Donc, gagnons du temps. Avez-vous suivi cette fille jusqu'à chez elle? Eh bien, oui. Oui, je l'ai suivie jusqu'à chez elle. Et quand elle a ouvert la porte de l'immeuble, je l'ai suivie jusqu'à l'intérieur. Bien, on progresse. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai essayé de l'embrasser, elle ne voulait pas. Et après? Ben alors, je l'ai frappée. Combien de coups? Des gifles ou des coups de poing? Un seul coup? Peut-être une grosse gifle, hein, pas plus. Et ensuite? Ben là, je lui ai demandé de me sucer. Et? Ben elle m'a sucé. Et après? Ben après, elle était par terre. Elle criait, je me suis assis sur elle. Et pour la faire taire, je l'ai secouée. J'ai serré son cou d'une main, et de l'autre, je l'ai bâillonné.
Et puis c'est tout. Après, je suis parti. Je voulais pas la tuer. Hein. Je voulais juste la faire taire. Mais quand vous êtes parti, Monsieur Missetoubé, vous saviez qu'elle était morte. Ben oui. Je l'ai compris quand en repartant, hein, elle a poussé un petit cri. Comme un râle, vous savez, très, très faible. Et après, plus rien. Bien. En théorie, l'affaire est dans le sac. On a des aveux circonstanciés. Et donc le mystère du meurtre d'Annie Monneron est enfin résolu. Sauf que normalement, il y a un petit truc qui devrait vous chiffonner. Il dit qu'il n'a donné qu'un seul coup. Une grosse gifle. Or, Annie Monneron a reçu plusieurs coups et ils étaient beaucoup plus violents qu'une gifle. Beaucoup plus. Au point qu'elle a perdu 2 dents. Son récit ne colle pas avec la réalité du dossier. Et donc le juge décide d'organiser une reconstitution sur place, dans la cage d'escalier où le corps d'Annie a été retrouvé. Et c'est un moment assez troublant. Bien. Monsieur Missetoubé, est-ce que vous pouvez entrer dans l'immeuble tel que vous l'avez fait à l'époque? On vous regarde. Non. Je peux pas parce que c'est pas du tout l'immeuble où ça s'est passé tout ça. Je reconnais rien du tout. Bon. Puisqu'il ne le reconnaît pas, il n'y aura pas de reconstitution. Et ce ne sera pas la seule déception du juge dans cette affaire. Car l'avocate de David Missetoubé vient de trouver une faille dans le dossier. Figurez-vous que les analyses ADN ont été sous-traitées à l'époque, en 1993, à un expert qui n'était pas assermenté par le tribunal. Et donc, poubelle. C'est ce qu'on appelle une cagade. Une belle cagade. Et donc, les analyses génétiques qui impliquent Missetoubé dans cette affaire sont invalidées. Elles disparaissent du dossier. La guigne. Heureusement, 11 ans après, on a gardé la veste d'Annie. Ouf! On va pouvoir refaire une expertise génétique. Bon, c'est bon, monsieur le juge. Hein. On a ressorti un ADN sur la veste. Hein, on l'a comparé à celui de votre mise en cause, Missetoubé David. C'est bien lui. Hein. Ouf! On va pouvoir le juger, le diable. Le procès de David Missetoubé s'ouvre en octobre 2006 devant la cour d'assises de l'Hérault à Montpellier, 13 ans après les faits. David Missetoubé a maintenant 37 ans, il est grand, mince, plutôt bel homme, et disons les choses, il n'a pas la tête d'un tueur. La famille d'Annie Monneron pensait voir un monstre, il n'a pas du tout l'air d'un monstre. Le procès commence, comme toujours, par l'exposé de la personnalité de l'accusé. Et on apprend, et ça c'est rare, que c'est un petit bourgeois. Son père est d'origine camerounaise et il dirige une grosse entreprise dans le bâtiment. Et sa mère est inspectrice au trésor public. Il y a une scène qui me paraît absolument fondatrice dans le parcours de M. Missetoubé. À l'âge de 15 ans, il s'en est pris à une amie à qui il a demandé de le masturber. La victime a porté plainte et le jeune David a été envoyé par son père pendant 1 année complète au Cameroun. Il dit, lui, qu'il a vécu cet éloignement au Cameroun comme une humiliation. Et puis il dit aussi avoir souffert du racisme dans son enfance, puisqu'il est métis. Et maintenant, venons-en aux faits. Lui n'a pas bougé d'un iota. Il maintient qu'il a donné une gifle à Annie Monneron, mais pas plus. Il n'assume toujours pas les autres coups plus violents. Quant à ses avocats, eh bien, ils jouent la seule carte qui reste dans leur jeu,
la fiabilité des analyses ADN. Dans ce dossier, on a des analyses ADN qui ont été réalisées à l'époque des faits par un expert non assermenté. Et 11 ans plus tard, on nous dit qu'on a conservé la veste de la victime et on prétend qu'on est capable, 11 ans plus tard, d'en dégager un ADN. 11 ans plus tard! C'est bien tenté, maître. Mais ça fait totalement flop, hein. Enfin, on a pu analyser le profil génétique de l'homme de Néandertal. Alors 11 ans, bah c'est rien. Il y a quand même au cours de ce procès un moment qui ressemble à des aveux. C'est le moment où la sœur d'Annie vient à la barre et où, après l'avoir entendu, David Misetoubé prend la parole. Je voudrais dire, je sais que je suis à l'origine de votre malheur, madame. Je vous demande pardon. Ce ne sont pas à proprement parler des aveux, mais ça y ressemble. À la fin, David Misetoubé est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 20 ans, ce qui finalement est égal à perpète. Il sera libérable en 2024, et je dis libérable, pas libéré. Je vous ai raconté aujourd'hui l'enquête sur le meurtre d'Annie Monneron en février 1993 à Montpellier, tuée, et on ne le découvre que 11 ans après, grâce au fichier ADN, par un violeur en série qui s'appelle David Misetoubé. Il n'était pas évident de retrouver, tant de temps après, puisque c'est une affaire qui remonte à 1993, un acteur direct de cette affaire, mais nous en avons trouvé un, en la personne de Gérard Cristol, avocat au barreau de Montpellier. Vous étiez, maître Cristol, dans ce dossier, l'avocat de la famille d'Annie Monneron, c'est-à-dire de sa maman et de ses 7 frères et sœurs. Est-ce que vous, dans vos souvenirs, vous estimez qu'il a avoué à ce procès? Et je parle de cette phrase adressée à vos clients: « Je sais que je suis à l'origine de votre malheur et je vous demande pardon ». Est-ce que ce sont des aveux? Oui, je considère que ce sont des aveux, comme d'ailleurs la plupart des gens qui étaient à l'audience, y compris pas les jurés, compte tenu de l'ensemble des éléments qui constituent ce dossier, c'était un aveu. Voilà. Alors après, de la discussion, de la violence, ce qu'il avait donné autant de coups que ce qui ont été déterminés ou pas, c'est un aveu. Oui, c'est exactement comme ça que ça a été reçu et jugé. C'est le signe de quoi, ça? Que ce garçon qui aurait pu s'en tenir à son éternelle version finisse au dernier moment par concéder des aveux aux parties civiles? Ah ben vous savez, j'ai vécu ça quelquefois, des aveux complets à l'occasion d'une audience, parce qu'il y a un moment d'émotion, parce qu'il y a de l'irrationnel qui remonte, et parce que certaines personnes qui ont pu commettre des crimes épouvantables, à la fin, qui contestent, et puis il y a un mot, un élément, d'un témoin, d'une phrase, fait que ils deviennent blancs, et ils vont demander quelques minutes d'arrêt dans l'audience, et puis ils vont dire c'est moi, voilà. Donc c'est ça, c'est l'intérêt un peu de la cour d'assises, c'est-à-dire que nous sommes dans l'humain le plus absolu, avec l'irrationnel, l'imprévisibilité de ce que ça représente, et donc voilà, ce n'est pas étonnant pour moi, je l'ai vu plusieurs fois, et au dernier moment, face, n'est-ce pas, effectivement, à la douleur des victimes qui sont là, ben il craque, il dit oui, en gros c'est moi, quoi, voilà. Donc il a un cœur? Oui, mais vous savez, les monstres absolus, comme quelquefois on le pense, il y a bientôt 58 ans que je suis avocat, je n'ai pas vu beaucoup. C'est-à-dire que les êtres humains renferment le meilleur et le pire, c'est une banalité, nous le savons, qui sort ou pas, qui est naturellement maîtrisé ou pas. Et il y a des moments où un être qui apparemment est tout à fait normal, avec un cœur, peut tout d'un coup déraper et devenir quelque chose d'absolument invraisemblable, monstrueux, comme on a l'occasion de le dire, ce qui n'est pas le cas. Donc je pense que ce garçon qui a eu certainement des problématiques, vous l'avez évoqué, dans sa vie, n'était pas dépourvu totalement d'une certaine affectivité, et il l'a prouvé au dernier moment, bien sûr. Il est intéressant, David Misetoubé, ou c'est un abruti?
Abruti, non, je n'irai pas jusque-là, mais certes, il n'a pas une dimension d'exception, mais compte tenu de ce qui a été plaidé, d'ailleurs, la vie qui fut la sienne, etc., vous savez, je dis souvent d'ailleurs que défendre quelqu'un, ce n'est pas naturellement le justifier, c'est l'expliquer. Ça n'a rien à voir, défendre, c'est pas justifier. Donc, on peut toujours essayer d'expliquer le geste de quelqu'un, ça a été d'ailleurs un peu le cas de sa défense, et donc, à partir de là, c'est un garçon qui a été certainement, qui a eu des difficultés, qui n'a pas pu surmonter, et l'habité de noir, si je puis dire, est sorti encore une fois à l'occasion de cette affaire, puisqu'il avait déjà été condamné précédemment. Qu'est-ce qui se passe, Maître Christol, pendant ces 11 longues années? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites, et sa maman avec, eh ben on le trouvera pas, l'assassin d'Annie? Oui, je me le suis dit, mais en même temps, j'ai toujours confiance, si je puis dire, dans l'avenir. Et le plus difficile, ça a été effectivement d'accompagner la famille, et qui effectivement ne comprenait pas que les choses puissent durer aussi longtemps, et qu'on n'arrive pas à avoir une solution rapide. On le voit actuellement dans l'affaire d'ailleurs, par exemple, Jubilard, où un an et demi après, on se dit, mais comment, c'est très long, mais ça peut durer des années, la preuve. Et on peut arriver à trouver des années après, c'est pour ça que je ne désespère pas, mais ça a été peut-être la partie pour moi la plus difficile, d'accompagner pendant autant d'années cette famille en souffrance, en grande souffrance, qui pouvait douter de moi, de la justice et de tout le monde, en disant, mais c'est pas possible. Si, c'était possible. Il y a eu d'ailleurs dans un premier temps une synthèse remarquable d'un policier de Montpellier qui était presque arrivé, mais il n'y avait pas de preuves contre ce garçon, évidemment, puisque l'ADN n'avait pas été encore examiné. Et donc, c'était très difficile pour eux. C'est la raison pour laquelle ils ont contacté une émission de télévision, etc. Il fallait que je les accompagne. Heureusement, j'avais de bonnes relations avec madame le juge d'instruction. On ne lâchait rien. On ne lâchait absolument rien. Et l'affaire, d'ailleurs, s'est concrétisée au moment où on a changé à nouveau de magistrat. Il y a eu un nouveau magistrat que je connaissais parfaitement depuis longtemps et auquel je suis allé dire surtout, on ne lâche rien. Bon, et immédiatement, il a repris le dossier sans aucun problème, et on a fini naturellement par arriver à ce que vous avez raconté, c'est-à-dire l'ADN. Mais il a fallu effectivement, rassurer, c'était très difficile, accompagner. Et dans cette famille, qui, je le comprends, n'arrivait pas à admettre qu'après tant d'années, on ne trouve rien. Voilà, c'est compréhensible, mais on a fini par y arriver. Vous seriez d'accord alors pour tirer un coup de chapeau à ce juge d'instruction qui aurait très bien pu, débarquant dans son cabinet et ayant des dizaines de dossiers à ouvrir, glisser celui-là sous la pile? Oui, mais si vous voulez, voilà, je vais faire un peu de égocentrique. Moi, j'ai eu toujours de bonnes relations, je crois, ça va faire bientôt 58 ans que je suis avocat, avec les magistrats, j'ai jamais eu de problème, ils connaissent ma façon de fonctionner, et donc je connaissais parfaitement, c'est M. Bandira d'ailleurs, c'est son nom, avec qui j'en parlais il y a quelques jours d'ailleurs, puisqu'actuellement il est président du tribunal correctionnel à Nîmes, et donc c'est pour moi un grand moment, parce que j'étais allé le voir dès qu'il avait repris le dossier, en disant surtout, on ne lâche rien, vous continuez, mais il me dit, bâtonnier, parce que il se trouve que quand j'avais été saisi, j'étais bâtonnier de l'ordre à ce moment-là, 93-94. Et il me dit, mais non, je ne lâche rien. Bon, et alors, grand moment pour moi que je vous livre très vite. Bon, il reprend tout, etc. Et je suis chez un ami à moi, au Gros du Roi d'ailleurs, sur une terrasse, un ami pêcheur de son état. J'étais en train de découper, je me rappellerai toujours, un poisson, mon portable sonne. Allô, monsieur Bandira? Oui, il me dit, on l'a. Ça, c'était pour moi un truc extraordinaire. C'est-à-dire qu'il venait de me dire, ça y est, on avait confronté évidemment la tâche de sperme avec le fichier, et c'était lui. Et quand l'avocate de David Misset-Toubé parvient à faire invalider les analyses ADN au prétexte qu'un expert non assermenté les avait réalisées, vous vous dites quoi? C'est un scandale ou vous dites, bah c'est la procédure, c'est normal? Non, je dis pas que c'est un scandale, non, absolument. Quand on est avocat en défense, on utilise naturellement tous les moyens de fond et de forme pour essayer d'arriver à avoir un résultat favorable à son client. Donc, on utilise la procédure, et s'il y a un vice quelconque, il est normal pour un avocat naturellement de le faire. Mais j'étais convaincu que d'une façon ou d'une autre, on arriverait à rattraper ce coup, ce qui a été fait d'ailleurs. Mais je n'étais pas du tout scandalisé par le fait qu'on utilise ce vice de procédure pour essayer, n'est-ce pas, d'arrêter le cours des choses. J'ai raconté, sans doute un peu timidement, que la maman d'Annie Monneron est morte de chagrin. Vous pouvez nous en dire plus, puisque c'était votre cliente?
Oui, mais c'est tout à fait, c'est vrai. Je veux dire, chaque fois, moi je l'ai vu au début, et puis après évidemment avec son âge, etc., c'est essentiellement la famille et les enfants qui venaient me voir, et cette dame était totalement minée. Minée, il y a des choses dont on ne se relève pas, vous le savez. Donc rongée de l'intérieur par quelque chose dont elle n'arrivait pas à voir le bout, puisqu'effectivement, elle est morte sans avoir connaissance de ce qui avait pu se passer. Quelquefois, la vérité arrive, non pas à colmater les brèches, mais à atténuer la douleur. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, avoir un enfant tué dans ces conditions-là, c'est abominable. Et évidemment, rien ne peut apaiser un tel tourment, et il est classique, cohérent, j'ai eu quelques cas de cette nature, que les gens soient emportés par leur chagrin. David Missé-Toubé sera libérable dans les années qui viennent. Est-ce qu'il est pensable de le laisser sortir, à votre avis? Ça, je ne sais pas à la place de ceux qui le feront sortir, mais je pense que ce serait relativement dangereux. Il se trouve d'ailleurs, c'est un hasard, que je suis dans une affaire dans laquelle j'étais là aussi partie civile. Il y a le plus vieux prisonnier de France, c'est-à-dire Réco. Oui. Réco qui avait tué... Voilà, Tommy Réco, j'étais partie civile. Donc j'ai raconté l'histoire. Il est toujours là. Il est toujours en prison, il demande régulièrement sa sortie, mais il a dû faire en tout une première fois 20 ans, une seconde fois n'a pas depuis 79, c'est pas 60 ans de prison, quelque chose comme ça, il est toujours là. Donc parce qu'on pense qu'il y a un problème majeur, voilà. Et dans le cas de, alors c'est pas à moi d'apprécier, évidemment, il y a des magistrats qui le feront, mais c'est un personnage inquiétant, Missé-Toubé, tout à fait. Parce qu'il est violeur en série, parce qu'il a réitéré plusieurs fois. C'est ça. C'est ça. Être certain de sa capacité à maîtriser, entre guillemets, les monstres qu'il habite, c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est agréable de parler à un avocat qui a 58 ans de bar, comme on dit. Merci infiniment, maître Christol du barreau de Montpellier.